C'est bon? C'est pas bon. Je vais le faire vite. Un premier métier, on fait de l'accompagnement de start-up, mais plutôt sur des programmes d'accélération. Où on travaille vraiment sur tout ce qui est l'attraction commerciale des start-up et donc les préparations à la levée de fonds. Donc, c'est sur des programmes d'un an. Et l'année prochaine, on va lancer des appels à projets sur des angles thématiques. Donc, ça sera notre nouveauté 2021. Donc, on fonctionne sur des promotions d'une quinzaine de startups. Et je vais m'arrêter là. Les meilleurs ambassadeurs, ce sont les startups. Il y a quelques stands de startups ici, donc je vous invite à aller les rencontrer. Une autre activité que l'on a, c'est d'accompagner les territoires et les grands comptes sur leur démarche d'open innovation. Là aussi, on a mis en place des approches. Bon, alors ça, c'est notre mission. Ça, c'est plateforme d'open innovation. Voilà, merci. Voilà, on va rester ici. Merci. Donc, deuxième métier, qu'on a mis dans un pôle qui s'appelle Design Innovation. Des phases d'idéation, des phases après de co-conception, des phases de prototypage de solutions. Tout ça pour les territoires. Et donc, c'est ce type d'acteurs, je pense, dont on va parler ensemble juste après. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. Si vous le souhaitez, vous venez nous rencontrer. On pourra en parler juste après. Après aussi, c'est pour faire rencontrer le monde de l'innovation et de la commande publique ou des grands comptes privés. Donc, on organise un certain nombre d'événements. Et puis, notre dernier métier, c'est le coworking. Donc, on gère aussi un espace de coworking. Donc, voilà. Et puis, juste pour, comme ça, vous identifierez. Oui, je veux bien après. Donc, on est une équipe de 12 personnes où il y a une équipe, évidemment, le pôle accélération. Donc là, il y a 2 personnes aujourd'hui sur Pau, donc sont Géraldine et Tanguy. Après, il y a Benjamin dans le pôle design qui est présent ici. Et dans le pôle événementiel, il y a Alexia qui est là. Donc voilà toute l'équipe, en tout cas, qui interne. Et puis après, on a un certain nombre d'experts qui sont avec nous. Mais en tout cas, c'est ce noyau dur. Quelles que soient vos activités, que vous soyez start-up, voire donc territoire, on est en dialogue avec vous. Alors, ça, bon, je peux le laisser, je vais l'enlever. Alors, nous, c'est vrai que dans le tourisme, on le voit au sens large. Je vais essayer d'enlever des pans, à mon avis, qui ne vous intéressent pas ici, mais je vais quand même en parler. Parce que mon propos, on m'a demandé d'intervenir sur la clé de lecture des acteurs dans le tourisme. Mais il y a déjà les acteurs du travel. Donc, nous, c'est une de nos cibles, un des regards que l'on a, qui n'est pas le monde d'ici. On est là dans le monde des destinations. Le monde du travel, c'est tout ce qui est le tour operating, c'est les agences de voyage, c'est aussi les hôtiers. Ça peut être, donc ça, ces gens-là, par exemple, ça, c'est des gens que vous pouvez rencontrer sur certains temps forts dans l'année. Alors, cette année, il a été annulé, mais c'est à l'IFTM Top Resa à Porte de Versailles. Si vous voulez rencontrer des grands opérateurs du monde du travel, vous pourriez rencontrer aussi quelques compagnies aériennes, des loueurs de voitures, etc. Mais je pense que ça, alors si c'est des acteurs qui vous intéressent, on va en reparler en aparté, mais je pense que c'est peut-être pas le propos, parce que si vous êtes ici, a priori, vous adressez plutôt les OGD. Il y a aussi tout le secteur du maïs, qui est bien spécifique aussi. Donc là aussi, j'en parle, je fais que le citer, mais je le mets de côté. Si je parle de ces 2 secteurs-là en premier, c'est que, vous savez, c'est les secteurs qui sont les plus touchés aujourd'hui, qui sont sur des vrais points d'arrêt. Le secteur du travel, on est à moins 90%. Donc, adresser ce secteur-là sur les 18 mois ou 24 mois à venir, ça va être très, très compliqué. Donc, il faut mieux se reconcentrer sur certains objectifs stratégiques qui ne sont pas ceux-là. Ça va être très dur de trouver, en tout cas, de la traction commerciale avec ces acteurs-là. Moi, après, dont on peut parler, c'est évidemment, dans le monde des destinations, il y a un panel d'acteurs très, très différents. Et souvent, l'essentiel, c'est de bien connaître les missions régaliennes des uns et des autres. Donc, Olivier Amblard en parlait hier dans la plénière des missions régaliennes à côté de Jean Pinard et de Jean-Baptiste. Donc ça, c'est bien connaître les missions régaliennes entre un office de tourisme, un ADT, un CRT. Donc ça, vous, start-up, vous devez évidemment avoir ça bien en tête. Et connaître aussi auprès de ces acteurs-là, qui sont des acteurs de territoire, la complémentarité qu'il y a avec des collectivités territoriales. Chacun a des rôles très différents en termes de maîtrise d'ouvrage.
Donc, aller voir une région pour parler de promotion de communication d'un bon interlocuteur, il faut aller voir justement les OGD pour ça. En revanche, si vous êtes sur des questions d'aménagement, parce que dans les innovations, aujourd'hui par exemple sur toutes les questions de la mobilité, il y a énormément de supports d'aménagement pour faciliter des mobilités douces, etc. Ou si on est sur des sujets de tiny house, etc., donc, ou qui concernent plutôt des questions d'ingénierie territoriale et d'aménagement territorial, c'est plutôt vers les collectivités qu'il faut se retourner. Et sachant que donc, dans les collectivités, alors là moi je parle d'une relation start-up vis-à-vis d'un futur prospect, d'un futur client. Je parle pas, on va pas parler, hein, parce que ça sera peut-être Laurent Pierre qui parlera de la partie financement. C'est toi qui en parleras. Donc moi je parle que d'une relation commerciale à avoir. La partie financement, donc je l'oublierai. Mais effectivement, donc c'est bien connaître mission régalienne et qui a maîtrise d'ouvrage de quoi pour pouvoir bien adresser. Parce que moi, souvent, il y a des startups qui me disent oui, super, j'ai vu le maire de telle commune. Oui, et alors? Oui, je vais lui vendre ma solution. C'est une solution, voilà, je sais pas, d'acquisition pour le site internet, pour avoir. Mais est-ce que la mairie aura la véritable prise de décision là-dessus? Parce qu'en fait, ce dont vous devez vous poser la question, c'est au-delà de la maîtrise d'ouvrage, c'est les arbres décisionnels qu'il y a dans les différentes structures que vous voyez. Donc, il y aura toujours, évidemment, dans les OGD, une dimension technicien, et puis il y avoir une dimension aussi politique dans vos approches, mais évidemment, mais c'est bien comprendre en fait le jeu d'acteurs entre les uns et les autres. Donc ces questions-là de mission régalienne, maîtrise d'ouvrage, je reprends quelques notes là, parce que je n'ai pas préparé de support, donc je le fais plutôt comme ça, je pense, et puis après je préférerais qu'il y ait des questions. Après, évidemment, aussi dans ce secteur-là, des destinations, on est avant tout dans un secteur qui est régi par des marchés. Donc il faut bien avoir aussi... Alors c'est là que c'est compliqué pour l'innovation, parce que le système de marché public n'est pas tout à fait adapté dans une expression où on ne connaît pas très bien la forme de ce que l'on veut peut-être au départ. Quand c'est des innovations très très disruptives, écrire un cahier des charges de quelque chose qui a une forme qui est plutôt quelque chose de protéiforme n'est pas évident à écrire. Donc il y a toujours un dialogue en amont aussi avec certains acteurs, que ce soit collectivités ou OGD, pour évidemment cadrer aussi des éléments futurs de cahier des charges. Les marchés gré à gré sont assez rares dans cet univers-là. Donc il faut bien appréhender ce que sont aussi les marchés publics et qui aussi ont un temps de décision, un temps d'inertie qui est propre à ces acteurs-là. Ce qu'il faut aussi comprendre dans ce processus-là, c'est que chacune des structures a construit une maquette budgétaire dans laquelle il faut aussi que vos innovations puissent s'inscrire. Donc c'est pour ça, alors surtout plutôt du côté des collectivités territoriales, les constructions budgétaires, elles s'en font à partir du mois d'août jusqu'au en ce moment, pour être votées généralement en décembre ou en janvier. Donc c'est pour ça que souvent, il faut bien en discuter en amont, puisque sinon, vous aurez... on peut passer à côté de certaines choses parce que ce n'est pas inscrit dans le budget et ça repousse du coup à l'exercice suivant. Donc, faut rentrer aussi dans ces mécaniques-là. Alors, ça dépend évidemment de vos modes de business model, mais il est important en tout cas d'intégrer ces différents cycles dans les collectivités entre le moment où on prépare son budget pour l'année suivante et puis après toute la procédure, les procédures de marché qui font que je vois pour certaines startups qui imaginent qu'ils vont avoir un accès au marché à 2 ou 3 mois sans prendre en compte en tout cas souvent une démarche qui est beaucoup plus longue. Il peut y avoir beaucoup... Alors là, je suis dans un schéma peut-être le plus fastidieux. Il y a parfois des opportunités qui font que. Mais il faut prendre en compte, en tout cas, que l'accès au marché, en tout cas dans l'univers des opérateurs publics, doit rentrer quand même dans ce cadre-là. Alors, donc là, j'ai parlé des OGD, j'ai parlé des collectivités. Il y a d'autres formes aussi d'acteurs territoriaux qui peuvent être des acteurs intéressants pour vous,
qui sont des formes un peu hybrides. Je pense aux les ex-pays, enfin maintenant on appelle ça les PETR, qui sont souvent, il y a des budgets européens, des budgets leaders qu'on peut aller chercher, qui peuvent être intéressants pour faire de l'expérimentation. Donc sur chacun des territoires, alors les PETR, ça regroupe souvent plusieurs EPCI. Enfin, alors, le vocabulaire EPCI, ce sont des collectivités territoriales. Et ce sont des territoires de projet, les PETR. Donc et quand il y a, excusez-moi les acronymes, mais donc des structures GAL sur les PETR, c'est elles qui vont chercher du financement leader. Mais nous, on est allé en chercher pour certains territoires parce que c'est là où on peut souvent faire monter des expérimentations territoriales sur des fonds leaders. Autre acteur, là je vais continuer à parler des acteurs publics, après on pourra peut-être parler un peu sur les acteurs là, des grandes filières, hébergement et autres. Sur les acteurs publics, n'oubliez pas les grands sites. Quand je parle de grands sites, donc alors déjà il y a ceux qui sont gérés par exemple par les centres des monuments nationaux. C'est une centaine de sites en France, donc on est sur un établissement public, le centre des monuments nationaux. C'est le Mont-Saint-Michel, c'est Carcassonne, c'est les 2 tours de Notre-Dame quand j'étais encore en visite. C'est une centaine de sites où vous avez des gros porteurs, donc c'est aussi l'Arc de Triomphe, donc c'est des millions de visiteurs. Et vous avez des sites dans les centres des monuments nationaux qui sont beaucoup plus petits. Mais donc c'est effectivement des acteurs intéressants. Sachez qu'ils ont aussi un incubateur, les centres des monuments nationaux. Donc si vous êtes branché plutôt sur un axe culturel, vous pouvez regarder ça. Donc ils ont aussi des délégations de compétences, de responsabilités en région. Je sais que la personne qui s'occupe plus du chargé du développement touristique son bureau se trouve à Montpellier, donc et pas au niveau de Paris. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut regarder. Au-delà de la culture, il y a aussi la partie, on va dire, environnement, les grandes destinations liées à des espaces protégés. Donc, vous connaissez les parcs nationaux, vous connaissez les parcs naturels régionaux. Donc, d'un côté, les parcs nationaux, c'est l'Office français de la biodiversité, qui est l'organisme gestionnaire des 10 parcs nationaux en France et le territoire ultramarin. Là aussi, ce sont des opérateurs publics qui est intéressant de rencontrer. C'est surtout, en tout cas, aujourd'hui, ces acteurs-là sont vraiment sur des réflexions de mise en tourisme de ces territoires, donc avec aussi des allégations sur l'environnement évidemment fortes. Et je sais que maintenant beaucoup de startups ont ça dans leurs promesses, dans leur mindset. Donc c'est aussi ces organismes-là à voir. Donc il y a l'Office, donc j'ai dit, l'Office français de la biodiversité, dont là aussi, donc l'achat d'une mission tourisme plutôt dans le sud de la France. Et la partie plutôt, ceux qui s'occupent de la partie plutôt digitale de l'OFB se trouve sur la Bretagne, sur Brest. Donc c'est voilà, c'est aussi des acteurs, mais aussi soumis donc aux règles des marchés publics, mais qui peut être intéressant de rencontrer. Et donc il y a aussi chacun des PNR ou la Fédé des PNR, qui est un acteur public et territorial intéressant, en tout cas très intéressant, en tout cas par rapport aux grandes tendances que l'on vit sur le marché. Ce sont des acteurs à ne pas oublier. Et dans tout ça, une fois que j'ai dit ça, donc il y a ces grands principes, mais vous avez par territoire des établissements publics de coopération culturelle. Alors je vais prendre un exemple. Donc je vais prendre quoi? Le pont du Gard. C'est un exemple que je connais bien parce que je suis du Sud. Le pont du Gard est un EPCC donc, qui réunit à la fois une région, plusieurs collectivités. Là aussi, donc, ce sont, je dirais, des gros porteurs, en tout cas en termes de flux, en termes de visibilité, et qu'il est intéressant de rencontrer. Mais là aussi, donc, ce sont des acteurs publics, donc soumis aux règles que j'évoquais tout à l'heure, mais qui sont à la fois, à eux, ils peuvent avoir une maîtrise d'ouvrage en termes justement d'aménagement, de services, de produits touristiques, d'intermédiation en termes de promotion, de communication, d'acquisition. Ce sont des destinations en tant que telles. Donc ils ont tous les sujets que peut avoir aujourd'hui une destination, un territoire. Voilà. Mais voilà, donc c'est... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, après,
sur des sujets en particulier. Si on prend aussi, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sur des solutions sur l'itinérance, mais vous avez des gros acteurs gestionnaires, par exemple, le long des canaux, Canal du Midi, le Rhône, je pense donc au CNR sur le Rhône, qui sont des structures aussi qui peuvent avoir une maîtrise d'ouvrage en termes d'aménagement surtout. Donc ça dépend des solutions évidemment que vous voulez vous apporter, mais qui peuvent être potentiellement des cibles pour vous. Donc voilà, j'ai essayé d'orienter côté culturel, côté environnement, avec des maîtrises d'ouvrage gérées d'aménagement, des maîtrises d'ouvrage de promotion d'une destination. Voilà, donc en fait, l'univers est large. Aujourd'hui, vous savez que à l'Empire, ici, on a plutôt des offices de tourisme, des ADT, des CRT. Mais dans le monde des destinations, si on regarde après entre les lignes, il y a d'autres types d'acteurs qui peuvent être rentrés dans votre scope. Et après, il y a toutes les formes hybrides. Là, on est grande masse. Par territoire, parfois, il y a des agences d'attractivité qui font aussi du développement économique, du tourisme, etc. Donc, qui peuvent être aussi des personnes intéressantes. Il me reste combien de temps, moi? J'ai terminé? C'est terminé. Bon, après, je peux m'arrêter là, mais on peut. Je ne sais pas s'il y a des gens qui adressent, par exemple, tout l'hébergement marchand. Il y en a? Personne? Si. Donc là, je sais pas. Après, là c'est plutôt des opérateurs privés, mais quoique. Hein. Mais là aussi, l'univers peut être grand entre l'hôtellerie, les resorts, tout ce qui est tourisme social et solidaire. Je pense, les interventions qu'on a entendues hier en plénière, hein, tous les acteurs de l'UNAT. Donc, vous connaissez sans doute l'UCPA, vous connaissez VVF, tout ce qui est les colonies de vacances. Aujourd'hui, il y a, je pense, des vraies réflexions. Donc, il faut un peu secouer le cocotier parce que c'est des gens qui sont un peu inscrits sur toute une histoire, et donc il faut les faire un petit peu bouger. Mais voilà, donc là aussi, donc dans le monde de l'hébergement, géré justement d'un Pierre et Vacances ou Bellambra jusqu'à un VVF, vous voyez les grands écarts qu'on peut avoir. Et puis après, il y a tous les indépendants qui sont dans ce secteur-là. N'oubliez pas un très beau secteur et qui est assez vierge en tout cas des attaques des OTA, c'est l'HPA, l'hôtellerie plein air, le camping. L'hôtellerie de plein air qui aujourd'hui était, jusqu'à l'été dernier, quand même sur des fortes croissances, qui a vraiment complètement renouvelé son offre et qui, en termes, là je parle plutôt de distribution, est assez vierge en tout cas de ce que peut connaître l'hôtellerie. Et il y a justement des choses intéressantes à leur proposer. Et en tout cas, cette offre-là, là aussi, je pense, va revivre dans les années à venir un nouveau cycle, en tout cas, pour après tout le cycle qu'on a vécu sur les 10 dernières années, quand on passe de la tente au mobil-home, etc. Il y a une vraie réflexion, puisqu'on est souvent des univers nature, il y a une vraie réflexion, en tout cas, pour apporter cette promesse-là et pour répondre aux tendances de plus de nature, de ressourcement. Donc sur le camping, il y a des vraies promesses à aller accompagner. Voilà. Je m'arrête là, sinon je vais déborder. Mais ouais. En tout cas, l'univers est large. C'était ça. Oui. Si, c'était ça, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez des questions à poser à Emmanuel? Non, sinon, sachez que du coup, ils ont un stand, l'Open Tourism Lab, juste à côté, là, donc vous pourrez aller le rencontrer et rencontrer ses équipes. Alors, on va donner la parole à Laurent Pierre et à Paul-Antoine qui vont nous parler de la recette d'une start-up en croissance en 6 ingrédients. Alors, je vais vous mettre le diapo. Bonjour à tous. Donc effectivement, là, on va passer sur... on reviendra avec Pierre enfin sur des conseils vraiment ciblés tourisme. Là, nous, on va avoir une approche un peu plus globale, puisqu'on va partir de... Je vais essayer. Moi, je travaille chez Unitech, en dehors de co-organiser les rencontres du e-tourisme. Je m'occupe de la com et de l'innovation.
Paul-Antoine, lui, s'occupe de la communication et marketing numérique. Normalement, c'est notre collègue qui est Startup Manager qui devait intervenir, mais il a croisé un cas contact qui avait vu un cas contact qui avait vu un cas contact. Donc finalement, c'est pour nous. Alors, juste en 2 mots, donc on accompagne 120 startups par an, 40 nouvelles qui arrivent chaque année, 40 qui partent, et on est sur des domaines bien plus larges que le tourisme. C'est à peu près 10 projets par an, le tourisme, sur les sciences de la vie, les sciences de l'ingénieur et le numérique. On va pas mal s'appuyer sur un bouquin qu'on a sorti, enfin un ouvrage qu'on a sorti, alors on l'a ici en version papier en bois d'arbre, mais sinon c'est en PDF sur le site, c'est gratuit. C'est pas ciblé pour vous, start-up, on l'a fait pour les gens dont le métier c'est l'accompagnement de start-up. C'est le guide d'accompagnement des entreprises innovantes. C'est 30 ans d'expérience, ça fait 30 ans qu'on existe. On a accompagné 500 entreprises, 500 start-up. Il y en a 73% qui sont toujours en activité. Et donc là-dedans, on va expliquer c'est quoi la méthode pour accompagner une start-up de sa sélection, son accompagnement, sa croissance, etc. Mais bien évidemment, ça suit ce qu'on fait comme métier et les conseils qui sont donnés aux startups. Donc c'est un peu de ça qu'on va vous parler. Et il y a plein de choses à aller puiser dedans. On vous a mis quelques exemples. On ne va pas détailler tous les tableaux qui sont, à mon avis, d'où vous êtes strictement illisibles là-dessus. Mais après, vous pourrez le télécharger. Vous avez pas mal d'infos dessus. Alors, nous, les startup managers, on est une équipe de 20. Il y a 12 startup managers. Donc, chaque startup manager a un portefeuille de 10 startups, va faire du conseil. Et vraiment, notre cœur de métier, ça va tourner autour de ces 6 points. Le travail donc avec les startups autour de l'équipe, autour des marchés, du financement, du réglementaire, de l'implantation et de la technologie. C'est vraiment les 6 morceaux, les 6 sujets sur lesquels on va travailler. Et donc, c'est ce qu'on va vous passer sur chacun, quelques infos là-dessus, en abordant 3 chacun. Alors, le premier, l'équipe. Bon, a priori, il y en a, je sais, qui sont porteurs de projets et vous avez dit, vous êtes quelques-uns à être start-up. Donc, si vous êtes start-up, vous avez a priori déjà une équipe. Mais sur cette phase-là, je ne vais pas vous expliquer le rôle essentiel de l'équipe. Nous, aujourd'hui, on ne prend plus aucun projet. On a 150 projets qui candidatent chaque année. C'est vraiment un des critères de sélection forts. C'est comment est constituée l'équipe. Une équipe où il n'y a qu'un technicien ou une équipe où il n'y a qu'un commercial, en général, on leur dit « revenez nous voir quand vous êtes au complet ». Il faut au moins qu'il y ait les deux côtés de la balance. Ensuite, une fois que c'est intégré, et là, vous devez vous situer quelque part entre la partie avant la création de la start-up, la partie une fois que la start-up est créée et une fois que le projet se développe, bah, ce n'est pas les mêmes besoins en ressources et c'est important à avoir en tête parce que quand ensuite vous allez vous adresser à des financeurs, en général plutôt on y reviendra public au démarrage et après de plus en plus sur privé, des banques, des business angels, etc. Ils ne s'attendent pas à parler aux mêmes personnes. Donc, au départ, vous êtes porteur de projet, donc vous avez un profil qui peut être totalement divers et varié. Et évidemment, si vous êtes, nous, on va s'adresser à des gens qui sont chercheurs et qui viennent avec un projet. On a beaucoup de projets qui sortent des labos de l'université. C'est des gens qui ont un niveau de technicité qui est extrêmement haut. On n'a rien à leur raconter sur toute la partie technologie, que ce soit en biologie, en chimie ou en numérique. Mais après, c'est des gens où le monde de la création d'entreprise, ils en sont très très loin. Donc voilà, en fonction des profils, ça ne va pas être la même chose. Donc on va avoir un porteur de projet. Ensuite, une fois qu'on est dans la création, on s'attend à parler au patron de l'entreprise, à quelqu'un qui est plutôt quelqu'un en recherche, un investisseur et un manager. Et puis ensuite, une fois que le projet est parti,
on s'attend plus à parler, quand je dis on, c'est plutôt les gens que vous allez avoir en face de vous, à une équipe dirigeante. Et pas simplement, même si c'est porté par un créateur, derrière, vous allez voir une banque ou un investisseur, ils vont s'attendre à avoir derrière une équipe dirigeante et pas simplement quelqu'un d'emblématique qui va porter son entreprise, parce qu'ils savent très bien que si l'entreprise grandit, toute seule, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Et puis évidemment, donc ça c'est pour les dirigeants, et ensuite vous allez avoir tout ce qui est l'équipe, qui est tout aussi fondamental. On n'a pas forcément le temps et j'ai pas besoin de vous expliquer le rôle majeur de l'équipe. Alors nous, les gens qui rencontrent les startups, en gros, si on prend le tout et qu'est-ce qu'ils s'attendent à voir, ce qui remonte, c'est le rôle de l'humain. C'est-à-dire que même si vous êtes super bon techniquement, eh ben, ils vont aller creuser vous êtes qui derrière, humainement, vos valeurs, vos ambitions, la motivation du ou des porteurs. C'est extrêmement important. Là, on est dans le storytelling de votre propre vie. C'est hyper important à mettre en face d'un investisseur. Les compétences, et les compétences pour le projet, mais surtout à chaque phase du projet. Je le redis bien, vous vous adressez pas pareil quand vous déposez un dossier d'investissement auprès de votre région, qu'ensuite auprès d'une banque ou auprès si vous faites une première levée de fonds, ce n'est pas du tout les mêmes compétences qui sont attendues sur la mise en avant. Et puis, le dernier point, c'est l'organisation et le management de la start-up. On a des super beaux projets qui sont partis en vol parce que l'équipe dirigeante ne s'entendait pas du tout, parce qu'ils étaient incapables de gérer, de manager une entreprise. Donc là aussi, il y a vraiment des attentes fortes sur ces sujets. Là, on ne va pas le détailler, mais vous l'avez dans le document. C'est le diagnostic des forces d'une équipe. Donc ça, c'est ce qui sort du travail qu'on fait avec aussi bien les banques, les capitaux risqueurs, les leveurs de fonds, sur les 3 grands points: l'origine de l'équipe, l'adéquation au projet, la gouvernance et la création de l'entreprise, avec tout un tas de questions que vous devez vous poser. J'en prends une au hasard. Dans le cas de plusieurs créateurs, y a-t-il un leader ? Bon, il y a tout un tas de questions qu'il faut avoir en tête, parce que c'est des choses qu'à un moment ou à un autre, on va vous demander, ou on va essayer de... l'acteur financeur, la plupart du temps que vous aurez face à vous, va se poser comme question. Donc c'est vraiment des choses à avoir, au-delà de, évidemment, vous connaissez votre métier, vous connaissez votre projet, mais c'est des choses qui sont aussi hyper importantes à avoir, à être capable de bien répondre sur ces sujets-là, ou au moins de s'être posé la question, je répondrai quoi à ce sujet. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler un peu de cette partie marché. Donc, deuxième axe, travailler sur l'accompagnement avec un maître en la matière. L'importance du marché, l'importance de trouver son marché rapidement et de se confronter à son marché hyper rapidement. Nous, c'est vrai que c'est pareil, quelque chose, au moment de la sélection des projets, tout de suite, on leur demande, voilà, est-ce que vous êtes confronté à votre marché et quels ont été les retours que vous avez eus. Ça arrive régulièrement qu'on ait des gens qui arrivent avec une super bonne idée et qui n'aient jamais rencontré un seul client ou un seul prospect. Hyper important, ça c'est, on va dire, une banalité presque. L'important, c'est aussi de faire évoluer cette étude et d'être en veille constante pour pouvoir anticiper un éventuel pivot. Je vais prendre un exemple des Share Your Trip que vous avez peut-être vu sur les éditions précédentes du e-tourisme, qui avait à la base créé un site internet pour recueillir les expériences de voyageurs et de touristes, donc plutôt axé B2C. Tout ça sur une plateforme avec des petits retours d'expérience. Et en fait, en étant en veille, en participant aux différents salons, en faisant évoluer, en se confrontant en fait à leur clientèle, ils se sont rendus compte qu'il y avait la possibilité de créer un nouveau produit pour le marché B2B et en fait de dupliquer ce produit de retour d'expérience utilisateur et de l'appliquer directement, d'aller le proposer directement aux offices de tourisme et aux destinations. Et ils ont pu créer tout un deuxième produit vraiment axé B2B, ce qui leur a permis de se diversifier et d'anticiper en fait un peu le pivot, qui n'en est pas vraiment un, puisqu'ils ont gardé quand même l'aspect B2C, mais pour que vous compreniez bien l'importance de se confronter
à ses utilisateurs, à ses clients très très tôt. Ouais, l'important aussi, c'est être capable de se dire, ça c'est une idée qui semblait bonne, mais qui en fait ne sera pas rentable, et être capable de tuer aussi un produit avant d'y passer trop de temps, d'y mettre trop d'argent, alors qu'il n'y aura rien en face. Donc vraiment, confrontez-vous à vos clients, l'étude de marché, renouvelez-la régulièrement, et c'est aussi comme ça qu'on trouve les opportunités et qu'on peut aborder un pivot plus facilement. Et c'est aussi là-dessus que vous allez être attendu, évidemment, par des investisseurs et par tous les interlocuteurs que vous allez pouvoir rencontrer. Et aussi comme ça, vous allez trouver éventuellement des partenaires et des nouveaux collaborateurs. Troisième point, peut-être te laisser. Ouais, je vais accélérer. Sur le financement, bon, je vais passer rapide, hein. Il y a tout un tas de crobards dans le bouquin qui vont expliquer un petit peu au niveau les différentes phases du financement. Là, c'est pareil, c'est juste pour vous montrer que c'est dans le téléchargement. Mais vous avez sur chaque étape de votre projet la maturation, l'incubation, l'amorçage, le développement, les grosses fourchettes de quels sont les ordres de grandeur. Alors là, on a nous numérique, sciences de l'ingénieur ou santé biotech. Évidemment, c'est pas la même chose. Quand dans les santé biotech, on a des gens qui sont sur des choses qui frôlent le médicament, c'est des investissements beaucoup plus lourds que quand vous êtes dans le numérique. Donc il y a à peu près des grosses fourchettes. Le temps nécessaire à monter les dossiers. Et puis tout un tas de tableaux, là aussi je passe, sur qui vous pouvez cibler, combien vous pouvez demander, c'est-à-dire voilà, si vous allez demander à votre région, il y a des fourchettes de financement, et puis quelles sont les modalités, donc le temps de dépôt des dossiers, qu'est-ce qu'il faut faire, donc voilà. Donc là, ça va lister les bourses BPI French Tech, les bourses French Tech Émergence, les conseils régionaux. Alors là, en Aquitaine, nous, ça s'appelle prototype numérique. Ce n'est pas forcément les mêmes noms par région, mais vous avez de toute façon les mêmes types. Vous allez retrouver ça à peu près partout. Le crowdfunding, les concours iLab, là, c'est les concours du ministère de la Recherche, les banques. Là encore en plus petit, les exemples de financement pour l'étape donc de lancement de votre projet. Et sur la partie non dilutif, nous c'est quelque chose où on fait très attention. Notre objectif c'est de créer que les startups qu'on accompagne créent de l'emploi sur le territoire. Donc on fait attention à tout le financement du début de vie, à ce que ça soit du non dilutif, pour que quand vous abordiez des levées de fonds plus importantes, vous gardiez la main le plus possible sur votre capital et que ça ne soit pas tout aux mains de... Donc là aussi, hein, ça liste des quantités de trucs. Et puis il y a la même chose sur le dilutif en haut, ou dernier bloc, puisqu'en ce moment c'est quand même un peu important, c'est le financement à court terme des entreprises. Donc bon, à chaque fois, vous avez un listing avec c'est quoi les montants, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités pour vous. L'objectif, on le rappelle, c'est pas forcément de passer sa vie à travailler, consacrer tout son temps à aller là-dessus. L'objectif, c'est faire aussi du chiffre d'affaires. C'est essentiellement faire du chiffre d'affaires. Oui. Très rapidement, l'aspect réglementation juridique, pareil, même chose, très important de prendre le temps de rédiger vos statuts, le pacte d'associés. Hyper important également, c'est aussi à ces moments-là que vous allez pouvoir soulever tous les éventuels problèmes que vous allez rencontrer. Et c'est là aussi où vous allez voir si vous partagez vraiment la même vision que vos associés ou de vos actionnaires dans le cadre d'un pacte d'actionnaires. Prenez du temps, faites-vous accompagner sur ces sujets-là, à moins d'être un expert en droit et en tout ça, mais faites-vous accompagner. C'est vraiment des moments où ça a l'air un peu chiant à faire comme document, etc. Mais c'est des moments hyper importants où effectivement vous vous confrontez aux réalités de votre entreprise. Et puis sans oublier, après je vous passe tous les détails, la CNIL, le RGPD, voilà, toujours être à l'affût de ce qui se fait sur votre secteur et de la réglementation en vigueur. Bon, l'implantation, on va passer là-dessus. Hein. Je crois que
Bon, pareil, Graph avec toutes les possibilités d'implantation. Si votre priorité, c'est d'être au sein d'une communauté de start-up, ou c'est d'être en centre-ville, ou un endroit où, bon, voilà, entouré de labos de recherche. Et la techno, alors là en l'occurrence, qui va peut-être moins vous concerner ici dans le tourisme, mais c'est vrai que nous, par rapport à nos entreprises issues des labos de recherche, etc., il y a une nécessité de breveter sa technologie et d'être capable derrière de surveiller aussi la concurrence sur les brevets qui vont être déposés sur toute l'innovation qu'il va y avoir autour d'une techno naissante, on va dire, ce qu'on appelle les deep tech, les innovations de rupture. Donc important de bien avoir une vision du marché et des brevets en cours. Nous, on a développé un service spécialement pour ça chez Unitech depuis quelques mois. Mais voilà, très important d'être capable de protéger sa techno et d'être en veille toujours sur ce qui se fait. Tout ça, vous le retrouvez sur le site d'Unitech, guide d'accompagnement des startups à télécharger. Il y a plein de choses dont vous pouvez vous nourrir et qui pourront vous être utiles pour la suite. Et puis, on reste disponible si vous avez des questions. Et je passe le micro à M. Pierre Éloi. Merci. Oui. Et tu veux ça? Ouais, je vais juste 2 secondes. Je peux te poser dessus, c'est bon? Ouais. Alors là, on va accueillir Pierre Éloi qui va nous parler des grandes tendances du e-tourisme. Attends, je vais nettoyer, je te le renettoie. Bonjour à tout le monde. Les grandes tendances, j'en sais rien. Moi, je vais vous donner ma vision totalement subjective, mais c'est déjà pas mal. Et en fait, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'en suis convaincu, mais voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus. Donc moi, je m'appelle Pierre. Je suis dans 2 entreprises, agitateur de destination numérique et touristique. Touristique, c'est ma boîte perso. Agitateur, on est 3 loustiques à l'avoir monté. Et je pense que c'est le truc qui ressemble le plus à ce qu'on appelle une start-up, avec le blabla des start-up de levée de fonds, blablabla. Le truc super cool, mais super chiant pendant 18 mois, à monter avec les petits papiers un peu lourdingues. Voilà, je préfère le préciser aussi. Donc on a une jeune start-up, le plus jeune à 43 ans, et on avance comme ça. On est 6, on est basé à Bordeaux, et je vous montrerai un peu tout à l'heure ce qu'on fait, mais c'est pas le plus important là. Moi, ce que je voulais vous partager, c'est... je fais comme le chef, moi. Si le chef le fait... Non, ce que je voulais vous partager, c'est une vision très locale de cette inno digitale. Vous allez être dans un milieu hyper numérique, hyper digital. On est dans une filière hyper humaine, hyper relationnelle. Il faut vraiment, pour moi, trouver le mix là-dedans. On peut être un pur acteur techno, et il y en a plein, et tant mieux. Si vous êtes ici, moi je pense qu'il y a cette fibre-là à avoir. Donc ma question, moi, de base, elle est là. C'est l'innovation, elle n'est pas que digitale. Parce que ces trucs comme ça, moi, ça me fait délirer. Mais quand vous cherchez innovation, accueil touristique, par exemple, dans Google, vous allez avoir des trucs de ce style-là. Un maire qui inaugure une borne tactile, et ça, c'est de l'innovation digitale. Non, ça marche pas comme ça. Je vais juste me mettre ça là. Ici, c'est une start-up, c'est une des dernières là qu'on a vu passer. Les mecs, ils ont levé 35 millions de dollars pour faire quoi? Pour mettre un iPad sur un chariot. Ça, moi, ça me fait pas triper non plus. Ça. Et ces 35 millions de dollars, c'est juste hallucinant que cette thune aille dans un truc comme ça. Avis totalement perso. Donc, moi, je base mon taf sur des valeurs qui sont pas celles-là. Ça, c'est plus qu'une tendance. Cette notion d'éco-responsabilité, c'est vraiment un engagement. C'est écologie, économie, c'est du social. C'est de voir comment vous pouvez placer à un moment ou à un autre, dans vos projets, dans vos pitchs, je pense aussi, et puis dans vos trips, ce genre d'idée. De voir que dans ce secteur, quand on parle de tendance digitale, moi, ça me dérange, les tendances digitales, parce qu'on est d'accord, c'est qu'un médium, le digital. Tu peux mettre les pires conneries dedans ou les plus belles croyances. Si tu n'assures pas sur le terrain, il y a un gros décalage et ça ne va pas le faire. Ici, c'est intéressant de voir que Helsinki, qui est hyper engagé sur du tourisme durable, sait très bien le valoriser sur du digital. Voilà, c'est juste ça. Mais de voir que leur site internet a été repensé avec cette entrée qui est vitale pour eux, avec une vraie demande derrière. Juste ça.
En France, vous avez peut-être vu passer dans des confrères à vous, on dit comme ça, avec des gens qui ont lancé au mois de septembre ce type de plateforme. Donc il y a vraiment des choses qui bougent dans ce secteur. Je passe vite à chaque fois parce que je vous ai prévu là aussi. Comme hier, j'ai 64 slides, pas fait exprès. Mais dans les tendances que moi, perso, j'observe, je ne dis pas que c'est des tendances, je ne suis pas devin, hashtag mais il y a le long et le slow. Le slow, c'est vraiment une tendance de fond pour ces gens qui sont ici. Quand on parle d'institutionnel touristique, en général, on veut mettre 26 heures d'activité par journée quand on a un voyageur en face de nous. Alors que les gens sont super contents de ne rien faire. Et encore plus en 2020, il y en a plein qui ont loué des baraques pour ne rien faire. C'est hyper important. Le long, pour moi, il va être intéressant de l'observer avec plein d'acteurs qui ont pigé qu'avec ce qu'on vit en ce moment, il y a des gens qui vont piger, qui peuvent être en télétravail toute leur vie, ou avoir un bureau nomade. Moi, c'est ma vie, ça. J'ai un bureau à Bordeaux, mais j'y fous les pattes tous les 6 mois. Mon bureau, c'est des bars, c'est des mama shelters, c'est des machins. Et ça me va très bien. Il y a des gens comme ça qui ont pigé ça et qui, en plus, vont voir qu'avec des enfants, avec une éducation à la maison, même si Macron est en train de serrer la vis, on peut faire le tour du monde, en fait. Et je ne dis pas que c'est une grosse tendance, ça va être une niche, mais vraiment à observer. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là-dedans. De voir des gens comme Airbnb qui, de manière très discrète, au mois d'avril, ont lancé une toute nouvelle rubrique dans leur site internet qui est juste une révolution, qui devient une agence immobilière. C'est de la location longue durée de plusieurs mois. Ça limite, je crois, à 3 mois. Mais en 3 mois, vous imaginez qu'on peut faire le tour du monde comme ça, en fait. Donc, dans les tendances digitales, moi, je m'en fous du mot digital. C'est des tendances touristiques qui peuvent être intéressantes. Il y a un autre truc, c'est que quand vous allez bosser, quand vous allez aller voir des professionnels du tourisme, il y a un petit décalage, c'est que quand vous partez en vacances, vous allez regarder des blogs perso, des carnets de voyage de gens qui ont vécu le truc, et on va se méfier du professionnel. On est dans un monde où l'amateur donne plus confiance parce qu'il a expérimenté et parce qu'on ne peut pas le juger de parti pris en se disant « tiens, il me donne cette adresse parce qu'il y a une commission derrière, blablabla ». On est dans un monde d'amateurs. Au-delà de ce qu'on appelait à l'époque, cette économie, je ne sais même plus comment on disait, vous savez, le truc d'Airbnb. On est plus que ça. Là, ce qui nous intéresse, et vous allez avoir une conférence après, c'est chouette de les avoir ici, d'avoir le boss de Home Exchange, c'est dans ce monde d'amateurs, le plus haut niveau pour moi du monde amateur touristique et ultra professionnel en même temps, c'est l'échange de maisons. C'est surtout pas du Airbnb où on vous promet de faire de l'argent. Quand tu fais de l'échange de maisons, tu n'as aucune logique d'argent. Et c'est génial, moi je le fais à titre perso, c'est génial de voir, entre autres, sur Home Exchange, déjà le nombre d'adresses qu'il y a disponibles, c'est bluffant. Et ces gens, on ne les connaît pas en fait. On ne les connaît pas parce qu'ils sont dans aucun, enfin ils sont pas adhérents d'un office de tourisme, ils sont dans aucun réseau à part Home Exchange. Et ces gens-là, c'est des super ambassadeurs de destination. Donc oui, on est dans un monde d'amateurs locaux qui sont des super VRP de destination. Là, sur Home Exchange, alors je ne sais plus si, non, il n'y est pas, vous avez toutes des recommandations dans le blog d'Home Exchange qui dit fais un livret d'accueil, mais surtout dans ton livret d'accueil, ne fous rien que tu vas trouver dans les guides touristiques. Ce qui est hyper logique. Mets tes trucs à toi. Moi, dans mon carnet d'accueil, chez moi, c'est de la pure provoque. Moi, je passe ma vie avec des offices de tourisme. Il n'y a aucune brochure. Je n'ai même pas mis les pieds dans mon office de tourisme. Ce n'est que de la recommandation hyper personnelle avec ma pizzeria du village qui, pour moi, déchire. Et ces 3 pizzas qu'on donne là-dedans. Ça, quand on travaille dans le monde institutionnel, c'est compliqué encore d'aller à ce niveau parce que blablabla, il y a plein de choses qui peuvent bloquer, soi-disant, pour aller vers ça. Moi, je suis convaincu qu'on peut y aller. Vive les jeunes amateurs. Les jeunes amateurs, c'est des gens comme vous irez voir ce réseau Use It. C'est un réseau européen, une association européenne de jeunes, d'étudiants, de gens qui aiment bien une destination. Et ici, c'est une carte touristique qui est faite sur Nantes, mais il y en a plein en Europe, et qui est juste géniale, qui est hyper professionnelle. Ce ne sont pas des pros. Ils ont un crédit, en plus le Voyage à Nantes, qui est l'office de tourisme de Nantes, les a accompagnés pendant une paire d'années sur l'impression de leur carte. Donc vous voyez qu'on peut même dealer comme ça avec des pros. Et on a un autre angle d'attaque totalement subjectif. Et je pense, moi, que c'est celui-là qui est le plus intéressant, le plus pertinent. Et puis, pas de scoop. Enfin, si vous cherchez du gros techno chez nous, c'est pas le cas. Nous, ce qui nous intéresse, on a une start-up et on a un algorithme pour mettre en avant des secrets locaux. J'adore ce champ lexical qui veut pour moi rien dire.
On a un moteur de recherche, on a une base de données avec des trucs cool, et puis truc de barge, on fait de la géologue, on interprète la météo, l'ouverture, et waouh, on affiche des trucs. C'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous, il est là, c'est sur ces gueules. Alors, vous n'avez pas tous la chance d'être roux, ça c'est pas grave, mais ça c'est une affiche qui est ici à Cork, à l'aéroport de Cork en Irlande. Lors d'un échange de maison comme ça, c'est des photos perso, on est arrivé et vous êtes accueillis par ça, par toute une tapisserie de beaux portraits de gens que vous croiserez peut-être pendant votre séjour. Moi, je crois vachement plus à ça qu'à un discours hyper techno. Même si votre techno est hyper valorisé et valorisant, tant mieux. Mais quand on va bosser dans une filière, j'ai l'impression de faire le vieux con qui dit hey, les jeunes, mais soyez surtout pas techno. À une époque, moi, dans ma boîte touristique, j'avais des employés qui aujourd'hui vivent leur vie. J'interdisais un terme technique s'il n'était absolument pas vital. Ma base absolue, moi je vous donne mon secret à moi, c'est NFB. Le NFB, c'est le truc avant le NFC. Le NFB, c'est neuneux, feignant, bigleux. Considérez tout le monde devant vous comme des neuneux, comme des feignants et comme des bigleux. Je vous assure qu'on ne fait pas le taf de la même manière, avec toute la bienveillance du monde. Des neuneux, soyez hyper pédagogues. Ne cherchez surtout pas à impressionner avec un terme technique, on s'en fout. Au contraire, vulgarisez au maximum. Ne donnez pas de termes techniques pour faire peur aux gens. Ça ne sert à rien. Neuneux, feignant. Feignant, on a des gens en face de nous. Quand on part en vacances, on est tous feignants. On ne veut pas bosser. Donc c'est vrai que dans vos technos, vous devez, à un moment ou à un autre, si vous bossez dans le tourisme, avoir une philosophie de clé d'or. Un clé d'or, un concierge clé d'or, c'est quelqu'un qui va anticiper les besoins, qui va avoir de l'intuition et qui va avoir de l'empathie. Vous mélangez tout ça et vous le mettez dans votre techno. Neuneux, feignant. Et bigleux, bigleux, on est dans un monde où on est vachement plus derrière un téléphone qu'un grand écran 38 pouces. Et quand vous allez développer des choses, moi je ne suis pas un pro de l'UX, mais n'ayez surtout pas peur de faire des gros trucs en fait. Des gros boutons. Quand on est dans le tourisme et quand on est dans de la recherche de dispo, regardez comment jouent les Booking et les Airbnb, et puis des petits acteurs qui n'ont pas pigé l'importance d'avoir des calendriers avec des grosses cases où mon gros doigt peut appuyer sur un seul jour tous ces petits trucs. Neuneux, feignant, bigleux. Je vous ferai pas toute la presse, je crois, parce que j'ai trop de trucs. Je vous fais, je vais passer vite là-dessus, mais allez regarder si ça vous botte, et je pense que vous le faites déjà et c'est cool et on le fait tous comme ça. Allez regarder des gens qui ont 30 personnes au département UX, comme Airbnb. Tant qu'à faire, je dis pas qu'il faut copier-coller, mais si on cherche des tendances, il y a des gens qui suivent les tendances, en général c'est nous, puis il y a des gens qui les créent. Donc on tend à aller observer ces gens-là et de voir comment on peut prendre des codes. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand je vous dis que l'humain est important pour moi, ces gens-là, ils ont toujours mis l'humain au premier plan par rapport au paysage, à la baraque et tout ça. Quand vous regardez des plateformes d'hébergement, les 3/4 du temps, vous regardez un site hôtelier, vous allez voir la baraque, les chambres et tout, vous ne voyez pas la tronche des gens que vous allez croiser. Ils font tout l'inverse. Et pour moi, ça, c'est vital. Des expériences en ligne où, avec leur agilité, pendant le confinement, ils ont basculé ça en quelques semaines, en titillant tous leurs expérienceurs là, pour voir s'ils pouvaient faire une version en ligne. Ça a été hyper vite et toujours le même principe. L'humain, l'humain, l'humain au premier plan. Et puis un minimalisme. J'en parlais un petit peu hier dans une conf, là. Cette sobriété numérique. Franchement, moi, ça m'intéresse et ça me motive à aller vers ça. Et en regardant comment est construit aujourd'hui un site comme Airbnb, c'est bluffant. C'est bluffant de voir qu'il y a plein de pages où il n'y a même pas une photo. Il n'y a que du noir et du blanc. Mais c'est super joli. C'est balèze, en fait, à faire ça. Mais c'est intéressant en termes d'UX. Une page comme ça, si ça vous dit, allez regarder, organiser une expérience en ligne, vous verrez, il y a une grande photo au début et après, il n'y a que du texte. Mais la page est super belle. Donc voilà, moi, ça me motive. Dans cet esprit d'humain, il y a des gens aussi qu'on peut aller regarder. Et surtout, on va regarder à l'extérieur du tourisme. Sinon, il y a une espèce de consanguinité de la veille qui n'est pas bonne. Allez regarder vachement plus loin. Michel Augustin, ils vendent des cookies, ils vendent des yaourts, ils vendent des trucs comme ça. Allez regarder leur site internet. Les 3/4 des pages, c'est de la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en créant de la confiance, en valorisant les métiers, en recevant plein de CV, parce que les jeunes veulent bosser chez Michel Augustin. Et c'est cool, c'est tendu, mais c'est cool. Regardez comment ils valorisent, vous irez voir sur leur site internet, le champ lexical, la ligne éditoriale, et il est adapté à leur cible. Mais il y a plein de pages qui ne parlent pas du produit, mais qui parlent des gens qui font le produit.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas accessoire de faire des parties complètes de site internet comme ça. Soyez fiers de vos valeurs et poussez vos clients à être fiers de leurs valeurs. Ça, c'est un élément aussi pour moi hyper important. Vous allez voir, si vous travaillez dans l'institutionnel touristique, je me permets, hein, il y en a quelques-uns, je vois des têtes, ils sont à chier pour se valoriser. Il y a un excès d'humilité, de transparence où je n'existe pas. Parce que souvent, on formate les gens aussi, ce sont nos impôts qui payent un office de tourisme, c'est du service public, blablabla. Non, il faut se valoriser. Ces gens ont vachement d'importance. Et quand on regarde comment Decathlon, vous irez voir, il y a des liens derrière à chaque fois, Decathlon a un site complet sur le recrutement, c'est bluffant comment ils valorisent les métiers et les gens qui font ces métiers, qu'ils soient rock'n'roll et qu'ils soient du quotidien. Moi, il y a un truc qui m'intéresse quand je parle de start-up à mes clients institutionnels touristiques, toujours dans cette argumentation, c'est de voir ce qui est génial. Il y a vraiment un fond, une tendance, c'est pas une tendance, c'est une règle quasiment. Sur un site de start-up, c'est argu en 3 ou 4 blocs dès la page d'accueil. Je suis persuadé que ça, c'est hyper utile. Hop, pas niquer la télé. C'est hyper utile, cette façon de faire dans le tourisme. Et allez regarder les sites internet des offices de tourisme, il n'y en a quasiment aucun qui fait ça. Alors que dans plein de filières, on le fait et c'est hyper important. En plus, ça peut être sympa, ça peut être joli. Enfin, voilà. Hop, blablabla. Moi, je suis convaincu qu'il y a des métiers qui sont repensés aussi dans les gens que vous allez peut-être croiser. Et que moi, mon kiff quand je fais mon métier, c'est d'apprendre la langue des gens qui font ce métier. Et je pense que ça crée un lien de confiance absolu. Si vous n'êtes pas forcément de filière touristique, je pense qu'il y a surtout à apprendre, faire un Erasmus de langue touristique, d'apprendre le champ lexical des gens avec qui vous allez travailler, que vous soyez super à l'aise avec tes jolis mots et tes acronymes de tout à l'heure, avec des cités, avec des blablas comme ça, et ça crée de la confiance. Moi, je suis persuadé aussi que dans ces filières, on a des nouveaux métiers qui se réinventent. La notion de conciergerie, je vous parlais des clés d'or tout à l'heure, j'en suis convaincu, moi, on est sur des destinations qui doivent avoir cet esprit conciergerie. Et de voir la conciergerie qui remonte à fond, de voir dans la forme et dans le fond un site et une start-up comme Lulu dans ma rue, c'est de la conciergerie de quartier qui est à Paris et qui se développe un peu partout. C'est ultra intéressant de voir comment on peut décliner ça sur une approche touristique. Regardez la forme, c'est plus cool de loin de voir la forme, et vous irez voir si ça vous dit le fond aussi. Il y a des choses hyper intéressantes derrière ça. Je passe vite, vous irez regarder les sites internet. Je me fais un petit focus aussi sur... on est toujours dans cette sphère humain. Un petit focus sur Voyageurs du Monde qui, pour moi, un des meilleurs dans les privés, j'insiste. Un privé, il a autre chose à foutre que de mettre des tronches de gens si ça ne rapporte pas de l'argent, il n'y a pas de tabou. Vous irez voir le site internet, c'est comme Michel Augustin. Vous irez voir le site internet de Voyageurs du Monde et le nombre de pages qui sont dédiées aux valeurs et à l'humain. Ils ont inventé leur propre métier de concierge de destination, ils l'ont appelé comme ça. Et vous verrez les pages qui sont faites pour valoriser ces métiers. C'est celles qui, au final, vont faire signer la personne. T'envoies quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est parfois anxiogène, et leur promesse, c'est avant, pendant et après ton séjour, on est avec toi, on est dans ta poche, on est à tes côtés, tu peux nous faire confiance, on est toujours là en fait. Et ils le valorisent sur, je ne sais plus, 5-6 pages, alors que dans les clients que vous pourriez voir ici, dans vos prospects ici, vous verrez là aussi que sur un site internet d'office de tourisme, pour trouver une valorisation de l'équipe, vous allez trouver dans, au mieux, info pratique, office de tourisme, contact, découvrez l'équipe. Et au mieux, vous allez trouver à ce niveau-là. Vous voyez vraiment le décalage qu'il y a. Et moi, c'est ce qui me botte perso. C'est pour ça que je ne vous partage pas des tendances digitales. Je vous partage ce qui me botte moi, et j'en fais mon métier. Voilà. Et puis, un élément qui est cool aussi, c'est que n'oubliez pas que vous allez avoir une chance folle si vous bossez dans ce secteur. C'est que putain, on bosse dans un secteur super cool, quoi. On est créateur de souvenirs, on donne du smile aux gens, ils vont se souvenir de leurs vacances. Enfin, grâce à vous, ils vont être en lien avec des gens super cool, ils vont vivre un moment sympa. C'est vraiment un domaine sympa. Vous avez vu l'ambiance qu'il y a aussi entre les gens. Je pense que si on fait ce métier, c'est qu'il y a un truc qui vit par là, quoi. C'est qu'il y a un dénominateur commun. On est content quand les gens sont contents. Et un petit truc en plus, qui devrait pour moi être une obligation, on devrait avoir l'obligation de pouvoir et de savoir faire des surprises. Ça fait partie de notre job. Il y a plein de métiers où tu n'as pas le droit de faire des surprises. Pilote de ligne, tu n'as pas le droit. Chirurgien, tu n'as pas le droit.
On a un métier où nous, on a le droit de faire ça. Et c'est une vraie stratégie. Vous pourrez regarder avec mon super anglais, ça s'appelle Surprise and Delight. Et ouais, 2 séjours. Ah oui, on est entre start-up. 2 séjours à San Francisco et vous avez vu mon accent. Voilà. Devant vous, vous avez un mec qui a eu la chance avec Ludo. C'était notre kiff de start-upper. On l'a réalisé. Ça ne servait à rien, mais c'était fun. On a été pitcher la conciergerie de destination au siège d'Airbnb à San Francisco, avec leur bureau de gens où tu rêves de bosser dans des bureaux comme ça. C'était juste méga flippant pour nous, mais c'était quand même vachement rigolo, même si ça a servi, mais à rien. Je préfère vous le dire. Ce qui m'intéresse là-dedans, dans le Surprising Delight, vous allez voir, c'est penser la stratégie de la surprise. Ici, on est sur une destination en Australie où ils souhaitent la bienvenue à tous les gens qui, pendant un week-end, vont faire une compète de rugby. Les gens postent des photos. Ben moi, je vais remercier les gens qui postent des photos. Et du coup, je vais envoyer un t-shirt, je suis vraiment nul en sport, moi, comment ça s'appelle ? Un maillot dédicacé à Laetitia alors qu'elle n'a rien demandé. C'est pas un jeu concours à la con. Elle n'a rien demandé, mais pendant tout le week-end, elle a fait des super photos, elle a fait de la pub de la destination. On lui a fait la surprise, on a trouvé l'adresse et ça a marché comme ça. Bon, bref, il y en a plusieurs comme ça. Je vous ai mis les liens, vous pourrez voir, mais la surprise, si vous pouvez le caler à un moment ou à un autre dans votre projet, je pense que c'est super chouette. Et puis le dernier truc, c'est on est dans des métiers. Je suis totalement à la bourre là, c'est ça ? Ouais. Bah 2 minutes, c'est bon. C'est bon. Nous, c'est notre taf, ça. Moi, je vous le partage. Je vois des gens avec qui on travaille. C'est ma conviction pour tous ces gens-là. S'ils ne sont pas les meilleurs potes de leur prestat demain, ils ne servent vraiment à rien. Il y a un rôle hyper fort de lien sur le terrain. Et dans cette situation en ce moment, on voit bien que ça ressoude aussi ces liens. Projet digital ou pas, sois le meilleur pote de tes prestats. Quand tu es un OGD, un DMO, vous l'appelez comme vous voulez. Nous, notre taf, c'est ça. On est des super chuchoteurs et on fait notre taf loin des plafonds moches. Un plafond moche, c'est celui que vous allez souvent avoir quand vous allez être dans un incubateur. Non, ça va, je déconne. Vous prenez pas mal. Vous savez, c'est la dalle de 40 par 40 en polystyrène avec des néons. On ne peut pas être créatif quand on bosse là-dessous. En plus, maintenant, avec des masques de dentistes. Nous, on embarque les gens très loin. Et avant d'être sur du digital, parce que nous, notre taf, c'est ça. Notre taf chez Agitateur, c'est de mettre des pépites locales, des secrets locaux, vous l'appelez comme vous voulez. Cette petite anecdote, ce petit truc en plus d'un pote, quand tu vas chez lui le week-end et qu'il dit « Putain, on va aller manger là parce que… » Et c'est là que l'aventure commence, parce que là, il va te raconter un truc avec un visage, mais le sourire jusque-là. Donc nous, on rassemble tout ça pour des destinations, pour des gens comme Gîtes de France. Mais avant d'être sur des projets digitaux comme ça, avec la valorisation de l'humain en ligne, de ces chuchoteurs et tout ça, nous, le projet, il commence comme ça. Il commence sur le terrain avec du papier, des cartons, et avec des gens qui ont un smile pas possible. Et on les rassemble là-dessus. Et on est convaincu qu'un projet il va durer parce qu'il commence avec des fondations hyper positives et soudées entre prestataires. On peut lancer plein d'outils techno, ils vont marcher, enfin ils vont être lancés, mais s'il n'y a pas d'appropriation, s'il n'y a pas de conviction des gens sur une destination, on ne bosse pas qu'avec des privés quand on bosse avec ces gens-là, que j'aime bien. Il y a un truc qui est important. Et ça, c'est notre taf de start-upper, c'est d'être avec des gens, de passer un moment et de faire le plus beau métier du monde. Enfin, pour moi, vous avez vu mon gabarit, c'est barbecuteur de destination. Un barbecuteur de destination, c'est quelqu'un qui finit une session de travail sans oublier dans quelle filière il bosse. Il bosse dans le tourisme, donc il ne faut pas déconner, et il bosse dans le local. Donc chaque moment est un prétexte à valoriser le local, et quand tu as un barbecue, quand tu as une bière pression qui est sympa, quand je vois ici Valérie qui est au bout là-bas, à Shawinigan, ça c'est ma couve de page Facebook. Quand tu fais une conf dans une microbrasserie avec 80 habitants hyper passionnés, et puis Valérie qui l'impulse derrière, tu dis que le projet, qu'il soit digital ou pas, il risque de marcher. Donc au pire, ça peut marcher. Voilà. Bref, moi je suis convaincu de ça. Si vous arrivez à convaincre, et vous convaincre que vous allez bosser avec des gens qui sont super fiers de vivre à l'endroit où ils sont, qu'il y a des gens qui font plusieurs heures de bagnole pour venir là, vous allez sans doute réussir un projet qui va durer. C'est pas le tout de le lancer, il va durer. Voilà. Désolé pour... Merci Pierre.
Merci Pierre. Mais donc là, c'est terminé pour ce matin. On vous donne rendez-vous donc en plénière parce que les travaux vont commencer d'ici un petit quart d'heure à 10h30. Et puis cet après-midi à 14h, il y a une dernière session start-up. Elle sera animée par Laurent Pierre. Et donc on accueillera Charles-Édouard Girard de Home Exchange et Mathieu Masson de Ciblou et Stéphanie, ton nom ? Elle sera là, Stéphanie ? Non. Et c'est tout. Voilà. Donc à 14h. Voilà. Ça sera un pitch inversé. Ouais, Ciblu, il viendra un peu dans la lignée de ce que vous avez déjà vu. Stéphane Girard, lui, n'a pas forcément souhaité faire un pitch. Il va vraiment être là pour répondre à des questions. Il nous a dit, il y a des startups, open bar, venez poser toutes les questions, je réponds à tout ce que vous voulez. Et c'est un mec hyper transparent. Donc venez vraiment avec des questions précises et il y répondra.